Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans les Jeudis de la formation, une émission consacrée ce soir à l'ostéoporose masculine. Car ce n'est pas une maladie qui ne touche que les femmes, c'est un problème réel chez les hommes, à tel point que les recommandations spécifiques viennent de sortir pour en améliorer la prise en charge. Donc nous allons traiter des nombreuses questions sur le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose masculine avec nos invités qui sont ce soir tout d'abord le professeur Véronique Breuil. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes rhumatologue, spécialiste de l'ostéoporose et de ses explorations au CHU de Nice, ainsi que le professeur Bernard Cottet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes rhumatologue également, spécialiste de l'ostéoporose au CHRU de Lille, et vous êtes tous les deux membres donc du GRIO, le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, avec lequel nous sommes en partenariat pour cette émission. Et vous êtes bien sûr partie prenante de ces nouvelles recommandations sur l'ostéoporose masculine. Alors la première question, elle est logique. Des nouvelles recommandations. On se doute bien que c'est parce il y avait un problème. C'est quoi le problème dans la prise en charge de l'ostéoporose masculine? Véronique, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, la prise en charge, elle est catastrophique d'une façon générale pour l'ostéoporose féminine et masculine, puisque seulement 15% des patients fracturés bénéficient d'un traitement spécifique de l'ostéoporose, et probablement encore moins prise en charge chez l'homme, puisque l'ostéoporose est vécue comme une fragilité, que les hommes ne se sentent pas fragiles et que c'est une maladie qui est attribuée principalement à la femme. Alors, plus fréquent chez la femme, c'est bien, on est bien d'accord, mais quand même, un quart des fractures ostéoporotiques surviennent chez l'homme et sont très très peu prises en charge. Donc c'était absolument indispensable. Oui, Bernard Cottet, donc on dit que les fractures sont effectivement moins fréquentes chez les hommes, plus tardives éventuellement, et après, par contre, ça dépend peut-être de la localisation entre le poignet, le rachis et le fémur. Qu'est-ce qu'il faut dire en termes de sexe ratio? Alors globalement, si on prend 5 personnes ostéoporotiques, comme ceci a été dit par Véronique il y a quelques instants, il y a 3 femmes et 2 hommes, et donc on peut également exprimer les choses de manière un petit peu différente. Chez les hommes ou femmes de plus de 50 ans, il y aura 40% d'ostéoporose dans la population féminine, à peu près 20% chez l'homme. Alors après, je dirais que le ratio se retrouve à peu près pour toutes les fractures, ce ratio de 2 pour 1 en quelque sorte, en sachant que pour le poignet, c'est beaucoup plus rare chez l'homme. Là, c'est un ratio nettement à prédominance féminine, mais pour autant, les fractures du poignet chez l'homme sont plus souvent ostéoporotiques que chez la femme. Ça a plus de valeur voilà, tout à fait. D'accord. Alors, si on revient à la base de l'ostéoporose, c'est quoi la définition moderne de l'ostéoporose? C'est un problème de travée, de cortical, de quantité d'os, de qualité d'os? Ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a toujours des anomalies quantitatives avec une diminution de la masse osseuse, mais aussi des anomalies qualitatives caractérisées par un amincissement des travées osseuses, une perforation des travées osseuses, un amincissement de la corticale, une perforation également au niveau de la corticale. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de différence en termes, en tout cas, de définition entre l'homme et la femme. Alors Véronique, dans tous les ouvrages classiques, on dit que ça survient plus tard chez l'homme et que c'est plus souvent une maladie secondaire à d'autres causes plutôt qu'une ostéoporose primitive, c'est vrai? Alors, effectivement, chez la femme, il y a le phénomène de la ménopause qui n'existe pas chez l'homme. Chez l'homme, c'est souvent à partir de 70-75 ans qu'on voit une augmentation de ces fractures. Alors oui, on va s'acharner à rechercher une cause secondaire d'ostéoporose et on en retrouve un peu plus fréquemment que chez la femme, mais il faut savoir que l'ostéoporose primitive chez l'homme existe et même si le bilan étiologique, dont on reparlera peut-être, est négatif, il faut les prendre en charge. Puisque finalement, le facteur de risque principal, c'est l'âge. Et comme vous le savez, les hommes vieillissent et l'augmentation d'espérance de vie des hommes rattrape progressivement celui de la femme. Et donc, au départ, on a quand même des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des os qui sont une taille qui est plus grande, donc des os qui sont peut-être un peu plus grands. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que l'ostéoporose vient plus tard, ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'andropause et qu'il y ait une diminution plus c'est multifactoriel, donc effectivement la taille des os est un facteur biomécanique qui va conférer une résistance osseuse supérieure, et puis comme je le disais, il n'y a pas ce phénomène brutal de privation en œstrogène. Les hommes ont aussi une masse musculaire plus élevée. Donc probablement ça contribue à la différence homme-femme, et puis il y a certainement aussi des facteurs génétiques qui pèsent chez l'homme, mais qui sont peut-être un petit peu différents chez la femme.
Donc les os qui sont concernés, c'est les mêmes chez l'homme et chez la femme. Quand on dit que les fractures ostéoporotiques, c'est toutes les fractures avec un traumatisme minime sans que ça touche le rachis cervical et les extrémités, c'est pareil pour l'homme et la femme? Il n'y a pas de différence. Une difficulté en revanche, et là c'est spécifique à l'homme, et peut-être on en reparlera tout à l'heure, c'est la fracture de vertèbre, qui est par définition une fracture éminemment ostéoporotique et qui, chez l'homme comme chez la femme, justifie en tant que tel la mise en œuvre d'un traitement anti-ostéoporotique. Pour autant, le diagnostic est parfois difficile avec parfois des difficultés de diagnostic différentiel par rapport à la maladie de Scheuermann qui peut donner un aspect cunéiforme des vertèbres. Et c'est parfois un petit peu difficultueux. Pour autant, les fractures vertébrales existent chez l'homme et nécessitent d'être prises en charge. Alors, il y a un retard diagnostique qui est constaté parfois chez certaines femmes. C'est ces études avec les radios de thorax en particulier qui montrent qu'il y a des fractures parfois très longtemps avant qu'on fasse le diagnostic. Est-ce que c'est la même chose chez l'homme? Est-ce que le délai diagnostique est lent? Est-ce qu'on n'y pense pas? Alors, on a beaucoup moins de données par rapport à cela. Je ne suis pas sûr qu'on ait de données spécifiques dans la population masculine, mais d'un point de vue général, il y a aussi cette connotation qui est que l'homme ne faisant théoriquement pas d'ostéoporose, en gros, ça n'existe pas. Et donc, il faut également que les médecins, notamment les médecins généralistes, sachent que ça existe, que la fréquence est loin d'être négligeable en fonction de ce qu'on a dit antérieurement et qu'elle nécessite une prise en charge. Selon autant que je pense qu'on en reparlera, mais certaines fractures dites sévères sont, entre guillemets, encore plus sévères chez l'homme que chez la femme, grevées d'une mortalité plus importante que dans la population féminine. Alors, le diagnostic qui devrait être fait à chaque fois, c'est quand il y a une fracture de fragilité. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une fracture de fragilité, Véronique? Oui, mais bien sûr, c'est une fracture soit spontanée, soit pour un traumatisme qui est inférieur ou égal à une chute de sa hauteur ou une chute d'un lit ou la chute de 2 marches d'escabeau. D'accord. Donc ça veut dire que si on tombe dans les escaliers, c'est plutôt traumatique. Si on tombe de son lit, c'est Ça dépend combien de marches. Ça dépend de combien de marches. Si on tombe d'une marche, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé récemment en consultation, ça compte. Et donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qui ne peut pas être une fracture ostéoporotique, on dit c'est le rachis cervical et les doigts et les orteils. Rachis cervical et de la face, les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Non. Alors à partir de là, quand est-ce qu'il faut chercher une fracture, quand est-ce qu'il faut chercher une ostéoporose masculine chez un homme? C'est quand il s'est fracturé, bon, d'accord. Et sinon, en dehors de ça, est-ce il y a des circonstances particulières? Alors, je reviens sur la fracture parce que ça peut vous paraître évident, Jean-Paul, mais en fait, il s'avère qu'il y a un déficit de prise en charge, comme l'a indiqué Véronique, dans la population féminine et certainement encore un peu plus dans la population masculine pour les raisons précédemment mentionnées. Et donc, vraiment, de considérer qu'une fracture, notamment de hanche, une fracture du bassin, ce n'est pas quelque chose d'anodin et que ce n'est pas une fracture traumatique dans la très grande majorité des cas. C'est là, finalement, que le déficit de prise en charge est paradoxalement le plus important, alors que lorsqu'il y a une fracture de fragilité, il y a obligatoirement la notion d'une ostéoporose. Alors après, il faut savoir y penser, je dirais, d'une part de manière systématique au-delà de 70 ans, et d'autre part, y penser également chez les sujets spécifiquement à risque. Je pense qu'on reviendra ici quelques instants sur le diagnostic étiologique. Par exemple, ceux qui consomment de manière excessive de l'alcool, ceux qui fument, et notamment encore plus ceux qui ont une BPCO, ceux qui ont un cancer de prostate à qui on va donner des agonistes du GnRH, etc. etc. Donc ces circonstances favorisantes nécessitent, parmi les différents examens effectués, une prise en charge optimale de la fragilité osseuse. Alors, l'ostéoporose féminine, c'est fortement lié à la ménopause. Chez l'homme, il n'y a pas d'andropause. Comment ça se passe? C'est plus progressif, la baisse des hormones? Alors, oui, et puis c'est plus variable selon les individus, mais pour autant, l'hypogonadisme, qu'il soit primaire ou secondaire au traitement du cancer de la prostate, comme le mentionnait Bernard, est un facteur de risque de fracture ostéoporotique chez l'homme. Mais il n'y a pas cette baisse brutale. Donc c'est moins identifié. D'accord. C'est moins identifié et aussi peut-être, ça c'est une supputation personnelle, on va dire, les patients le rapportent moins les troubles de la libido à leur médecin, peut-être. D'accord. Moins dépisté, en tout cas. Et je rajouterais juste que, en tout cas sur un plan physiopathogénique, même s'il y a beaucoup de conséquences thérapeutiques, les oestrogènes jouent un rôle important, y compris chez l'homme, dans la régulation du métabolisme osseux, même si bien évidemment et par définition les taux d'oestrogènes
sont nettement moindres chez l'homme que chez la femme. Et donc, vous nous avez dit, l'âge, c'est le premier facteur de risque d'ostéoporose, donc il faut se préoccuper d'ostéoporose déjà à partir de quelle tranche d'âge? Vous avez cité un chiffre tout à l'heure. 70 ans. 70 ans. 70 ans, il faut rechercher systématiquement les facteurs de risque qui ont été précédemment cités. Bon, la corticothérapie, notamment au cours des maladies inflammatoires chroniques, la BPCO, l'alcoolisme. Il faut 70 ans, c'est l'âge, et sinon il faut de toute façon, si des patients sont plus jeunes mais présentent ces facteurs de risque, il faut réaliser une densitométrie osseuse et un dépistage de l'ostéoporose. Et donc 70 ans, c'est pour une ostéoporose, on va dire, normale chez l'homme, et ça veut dire qu'il faut chercher les ostéoporoses secondaires de l'homme avant 70 ans, ou est-ce c'est à partir de 70 ans que vous les recherchez? Il y a deux choses. Il faut pour la population générale, féminine et masculine, il y a toutes les mesures d'hygiène de vie qui s'appliquent à tous, je veux dire. Donc là, et il faut, si par exemple on suit un patient pour une BPCO de stade 3, il faut penser à rechercher l'ostéoporose. À partir de 70 ans ou même avant? Non, avant. Donc 70 ans, ils n'ont pas de fracture, ils n'ont rien, on y pense, mais si on a un patient qui est suivi pour le cancer de la prostate, une PR cortisonnée, etc., qui a eu beaucoup de corticothérapie, il faut y penser avant, quel que soit l'âge. Alors, dans les recos, qu'est-ce que vous avez retenu comme cause secondaire d'une ostéoporose secondaire chez l'homme? C'est quoi c'est les mêmes que chez la femme ou elles sont un peu différentes? En gros, il y en a qui sont identiques, qui ont été citées. Véronique a insisté, j'insiste également sur la BPCO. La BPCO, c'est un élément important, c'est un facteur de risque important, la BPCO associée à beaucoup de comorbidités, et il s'avère que l'ostéoporose est vraiment en bonne place. Et là, il y a un gros déficit de prise en charge. Après, il y a la corticothérapie, il y a un certain nombre d'endocrinopathies qui ne sont pas forcément spécifiques de l'homme, et puis il y a des maladies plus rares pour lesquelles, bien évidemment, on ne va pas les rechercher systématiquement, ça va dépendre de l'âge, comme la mastocytose, comme la maladie cœliaque. Il faut également savoir penser à l'hyperparathyroïdie primitive, d'où la nécessité d'effectuer un bilan biologique comprenant un certain nombre de paramètres, notamment phosphocalciques, lorsqu'on est confronté à une fragilité osseuse chez l'homme. Oui, ont été rajoutés aussi les antirétroviraux, puisqu'on arrive, les années 85, le début du sida, maintenant, les gens ont vieilli, et c'est des facteurs de risque d'ostéoporose, et chez ces patients, il faut également rechercher une ostéoporose dans cette population. Et si, une petite question sur la BPCO, pourquoi c'est spécifiquement associé à l'ostéoporose? On sait que c'est associé à des cardiopathies, donc on se doute bien qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque communs et puis une implication de l'état du poumon sur le cœur, mais pourquoi sur l'os? Il y a l'hypoxie? Il y a plusieurs éléments. Il y a l'hypoxie, il y a l'inflammation, et puis il y a également la perte d'activité avec ce phénomène mécanique, mais c'est certainement multifactoriel. Mais encore une fois, c'est une cause importante. Je ne dis pas qu'elle est négligée, parce que ces patients ont beaucoup d'autres comorbidités, mais il y a quand même un déficit de prise en charge, notamment dans cette population. Par rapport au VIH, c'est vrai que ce qu'a dit Véronique, c'est un élément important à prendre en considération, et on dispose de beaucoup de données qui montrent que ces sujets sont à risque de fracture, notamment il y a un risque très augmenté de fracture de hanche dans cette population. Et donc ça veut dire que vous nous l'avez dit tout à l'heure, la BPCO, il faut y penser avant, et donc ça veut dire qu'il va falloir faire des densitométries chez ces gens-là. Est-ce que par exemple, quand il va y avoir la mise en route d'un traitement contre un cancer de la prostate, il faut aussi également faire cet examen a priori? Alors, si on donne des anti-androgènes, oui, c'est recommandé. Donc, il y a eu des recommandations spécifiques qui ont été publiées sur la prise en charge de l'os bénin du cancer de la prostate, où on va bien sûr dépister à l'initiation du traitement le statut osseux des patients. S'ils ont une densité osseuse très basse ou s'ils ont déjà fait, a fortiori, une fracture par fragilité osseuse, ils sont traités. Si la densité minérale osseuse est normale, ils vont être suivis. Parce qu'il va y avoir une perte osseuse. Et l'enjeu est de savoir si la perte osseuse va atteindre un niveau qui nécessite un traitement spécifique. Donc si j'ai bien compris, à la lecture des recommandations qui sont très claires, il y a à peu près les mêmes causes que chez la femme, mais il y a des causes qui sont peut-être un peu plus fréquentes chez l'homme, comme l'alcoolisme, le tabagisme. C'est pour ça qu'on demande des ferritines, c'est pas parce qu'ils ont plus d'hémochromatose, c'est parce qu'ils sont plus imprégnés. Tout à fait, tout à fait. Alors,
par rapport à la ferritine, c'est certainement pas un examen de première intention, mais c'est plutôt un examen de deuxième intention dans des populations ciblées. Et alors, on parle beaucoup des malabsorptions aussi chez l'homme. L'intolérance au gluten n'est pas forcément. Non, plus c'est fréquente. pas plus fréquent. C'est simplement comme il y en a moins, la proportion est la même. Voilà, il faut savoir y penser. Disons que le but était de dire que on va pousser le bilan le plus loin possible à la recherche d'une cause secondaire d'ostéoporose, en fonction évidemment de l'examen clinique et de l'interrogatoire. Chez l'homme, ce d'autant qu'il n'y a pas cette cause, entre guillemets, naturelle, qui est la ménopause, et ce d'autant aussi que le sujet est jeune. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez donc, dans les recommandations et dans ce que vous venez de dire, incité à faire un dépistage chez certains patients à haut risque avant l'âge de 70 ans. En termes de courbes de référence, est-ce qu'on a des courbes de référence qui sont correctes en France pour les hommes? Alors, on en a, elles ne sont pas parfaites, hein, ce n'est pas des normes françaises. Bon, il y a quand même beaucoup de raisons de penser que les normes à nos dispositions sont des normes fiables, mais néanmoins, sous l'égide du Griot, il y a un travail mené par notamment Éric Lespessaille concernant des normes françaises dans la population masculine sur les deux principaux leaders du marché, hein, c'est-à-dire Lunard, General Electric et Hologic. Donc le travail est en cours, il n'est pas terminé, mais c'est un point important. Alors, il y a eu tout un débat lors d'une des premières réunions par rapport aux recommandations quant à savoir s'il fallait prendre des normes féminines ou masculines. On a tranché en faveur de normes masculines et il y a un rationnel par rapport à cela. Pour autant, il n'y a pas, en tout cas à l'échelon mondial, un consensus absolu. Mais en ce qui concerne la France, on a largement conseillé d'utiliser des normes masculines, ce qui est d'ailleurs fait par défaut. Et parce qu'actuellement, les normes masculines que l'on a, est-ce qu'elles vont surestimer ou sous-estimer les ostéoporoses Non, elles sont, globalement, je dirais, elles sont correctes. Il y a eu quelques comparaisons avec une population de référence lyonnaise par rapport aux normes habituelles qui sont rentrées dans les constructeurs de densitomètres. Il n'y avait pas de différence notable. Alors, donc, on a des facteurs de risque qu'on vient d'évoquer. Est-ce que les antécédents familiaux, c'est aussi un facteur de risque comme chez la femme? Est-ce qu'une fracture du fémur chez la mère est un facteur de risque pour le fils quand il arrive à un certain âge? Oui. Oui. Et c'est lié à quoi? C'est lié à l'architecture, à des... C'est des facteurs génétiques, hein, mais alors c'est multigénique, hein, mais probablement ça reflète des facteurs génétiques, de qualité osseuse et d'acquisition peut-être du pic de masse osseuse. Alors à partir de là, est-ce que la diminution de la taille, qu'on s'attache à mesurer chez nos patients assez régulièrement, et en particulier les femmes, est-ce qu'il faut le faire aussi chez les hommes? S'ils perdent de la taille et qu'ils n'ont pas de scoliose, est-ce que ça veut dire que c'est... Oui, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là, et les seuils retenus d'ailleurs sont identiques, hein, c'est-à-dire 4 cm, hein, ce qui est assez important, pour effectuer un bilan iconographique, que ce soit un bilan radiographique ou de profiter de l'opportunité de la densitométrie osseuse pour effectuer une mesure en même temps qu'on appelle une VFA, en sachant que c'est certainement intéressant, mais comme ce n'est pas remboursé, c'est actuellement peu fait. Et si c'est un homme que vous suivez en consultation pour différentes raisons, que vous revoyez et que vous mesurez régulièrement, il y a un seuil qui est plus stringent, qui est donc un seuil de 2 cm. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de différence. Mais je voudrais rebondir, parce que ça c'est un point important. Les gens ne se voient pas rapetisser. Donc il faut vraiment les mesurer, pas leur demander quelle taille ils font, il faut vraiment leur demander quelle taille vous faisiez à 20 ans ou sur la carte d'identité, et les mesurer. Et des fois, on a des surprises vraiment importantes. Ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup. Alors à partir de là, on peut faire des radios si on a une suspicion de fracture, en particulier vertébrale. Tout à l'heure, vous avez parlé de la maladie de Schauermann. À quoi faut-il s'attacher, effectivement, parce que c'est un vrai problème, à quoi faut-il s'attacher pour faire la différence entre un Schauermann et une fracture tassement vertébral? Alors après, c'est un petit peu technique, il faut avoir une certaine habitude. On avait mené sous l'égide de la SFR et du Griot un travail il y a maintenant quelques années, c'était Jacques Fechtenbaum qui était en première ligne sur ce travail, justement sur l'agrément quant au diagnostic de fracture vertébrale dans la population masculine. Et l'agrément n'était pas parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a donné un certain nombre d'éléments, alors qui sont vraiment très techniques et sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, pour pouvoir faire pencher la balance dans le sens, c'est véritablement une fracture de vertèbre. En gros, on sait qu'on peut classifier ces fractures vertébrales en fonction de leur importance avec une classification qui est la classification de Jennant. Donc 20 à 25%, c'est le grade 1, 25 à 40% le grade 2 et plus de 40%, c'est le grade 3. Pour les grades 1 chez l'homme, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Donc, pour dire qu'il y a avec certitude une fracture de vertèbre, il faut que la vertèbre soit, entre guillemets, bien aplatie.
Et à partir de là, donc, on fait une densitométrie, on exclut les déformations vertébrales de l'analyse densitométrique. Et est-ce qu'il y a une prédictibilité de l'ostéoporose vis-à-vis d'un score qui est aussi bonne chez l'homme que chez la femme? C'est la même valeur pronostique pour... Le T-score? Oui, Oui. c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Là, on a vraiment énormément de données par rapport à ça. Et alors, à l'inverse, quand on a une fracture qu'on estime être de fragilité, à partir des critères que vous avez cités tout à l'heure, et si on trouve une ostéopénie, est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé? Est-ce que ça exclut l'ostéoporose? Alors non. Il y a deux cas de figure. Hein. Soit il n'y a jamais eu de fracture, et auquel cas, si le T-score est supérieur à -2, bon, ben, on les laisse tranquilles. Si, par exemple, il y a une fracture dite sévère, même si le T-score est inférieur à -1, on va les traiter. Sévère, ça veut dire quoi? Sévère, c'est-à-dire associer une augmentation de la mortalité. C'est quand même le critère fort. Hein, Donc, c'est quel type les de fracture? fractures. Peut-être de les rappeler, Véronique. Hein. Ouais, voilà, vertèbres, rachis, bassin, épaule. À partir de -2, hanche, oui. Hanche, voilà. On les traite. Et puis après, pour les fractures qui sont les fractures non associées, en dessous de -1, on les traite. En dessous de -2, on va traiter s'il y a une fracture à ce mineur, c'est-à-dire la cheville, la côte, le poignet, on va les traiter. Et même s'ils sont au-dessus de -2,5 ou -3 pour certains critères. Donc non, en fait, plus de la moitié des fractures ostéoporotiques surviennent dans cette zone qu'on disait ostéopénique, et c'est un mot qui a été banni du langage du griot, parce que pour les patients, c'est très perturbant. Est-ce qu'ils ont la maladie? Est-ce qu'ils ne l'ont pas? Donc, vous avez de l'ostéoporose ou vous n'en avez pas. Donc, vous êtes traité ou vous n'êtes pas traité. Donc cette classification de l'OMS à laquelle on se réfère quand on dit ostéopénie, ostéoporose et ostéoporose densitométrique, il faut s'en passer. Il faut parler en T-score et c'est pour le patient, quand on l'a en face on ne peut pas bannir ce qui se dit dans le monde entier, c'est quand même difficile, mais pour le patient, pour avoir un discours clair, oui, vous avez de l'ostéoporose et je vais vous donner un traitement. Non, vous n'avez pas d'ostéoporose, mais vous devez appliquer de toute façon les règles d'hygiène de vie comme tout le monde. Bernard? Pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique, la valeur d'une densité osseuse modérément abaissée n'est pas la même, suivant qu'il y a déjà ou non un antécédent de fracture. En d'autres termes, ce qui va conditionner chez l'homme comme chez la femme le risque de fracture, c'est l'importance de l'abaissement de la densité osseuse. Il est clair que la densitométrie osseuse est un outil fiable, y compris dans la population masculine, mais également d'autres facteurs de risque, et notamment un facteur de risque majeur, comme ceci a été dit antérieurement, c'est le fait d'avoir déjà fait une fracture. Et c'est la raison pour laquelle plus la fracture est potentiellement grave avec cette notion de fracture sévère, plus le seuil densitométrique dans ce cas-là va être lâche, et c'est la raison pour laquelle il suffira simplement, devant une fracture de vertèbre, une fracture de hanche ou une fracture du bassin ou une fracture de l'épaule, d'avoir un T-score inférieur à -1. Et la quasi-totalité des hommes de plus de 70 ans qui ont fait une fracture de vertèbre auront un T-score inférieur à -1. Je pense qu'on en dira quelques mots tout à l'heure. Ce qui veut dire que ces fractures nécessitent, en dehors des règles d'hygiène de vie sur lesquelles on va revenir, la mise en œuvre d'un traitement médicamenteux anti-ostéoporotique. Oui, et je voudrais rebondir. Plus la fracture est récente, plus il faut la traiter vite. Parce que le risque de refracture à court terme est très élevé. C'était ce phénomène de la cascade fracturaire que vous aviez... Imminent fracture risk. À partir de là, on a une densitométrie, on a un patient. Est-ce que ça suffit pour le traiter? Est-ce qu'il faut faire d'autres examens avant de le traiter? Un bilan biologique peut-être? Alors voilà, un score, on a touché un mot. Donc, dans bon nombre de cas, notamment si on a affaire à un homme qui n'est pas tout jeune, ça sera un bilan biologique relativement standard, c'est un bilan phosphocalcique, calcémie, phosphatémie. On peut mesurer la vitamine D, elle est remboursée dans ces conditions, puisqu'on va, dans une très large probabilité, mettre en œuvre un traitement anti-ostéoporotique. On fera quand même un bilan hépatique, également on recherchera un syndrome inflammatoire pour être certain que c'est bien une fracture bénigne, et une électrophorèse des protéines. Donc ce que je veux dire, c'est que le bilan de première intention, dans bon nombre de cas, est un bilan relativement minimal, mais comme ceci a été dit par Véronique il y a quelques instants, plus l'homme va être jeune et plus le bilan étiologique là, va être un peu plus développé, notamment à la recherche d'un hypogonadisme, peut-être à la recherche d'une mastocytose, d'une maladie cœliaque dont on a parlé. Donc c'est uniquement l'âge qui va guider l'élargissement du bilan avec ces très longs bilans qu'on peut voir chez certains malades. Et le contexte clinique, bien évidemment, également.
Est-ce que vous appliquez un score? Il y a un score Frax qui est assez décrié en France pour la femme. Est-ce qu'on l'applique aussi chez l'homme? Alors, le score Frax, en fait, quand ils ont fait le Frax, il y avait très peu d'hommes, il y avait 15 000 hommes dans la base de données. Donc, on ne va pas l'appliquer en première intention et dans la majorité des cas, on n'en a pas besoin pour prendre la décision thérapeutique. On va l'utiliser vraiment dans les cas où on hésite et dans ces cas-là, on prendra le même seuil d'intervention que celui de la femme. D'accord, Bernard? Mais c'est vrai que le Frax, dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise idée, hein, c'est-à-dire à l'instar de ce qui est fait dans le domaine cardiovasculaire, d'avoir un score d'intervention. Mais le fait est qu'en tout cas en France, à l'inverse par exemple des pays anglo-saxons où il est très utilisé, c'est quelque chose qui n'a pas pris. Et l'idée, c'est certainement d'avoir des messages plus simples. Hein. Ce qu'on a appliqué chez la femme, on l'a également appliqué chez l'homme, avec cette notion de T-score inférieur à -3, -2, -1, présence ou non d'une fracture sévère ou d'une fracture non sévère. Alors, on l'a vu tout à l'heure en parlant un peu de la densitométrie, il n'y a pas un parallélisme totalement strict entre quantité d'os mesurée avec cet examen et le risque de survenue de fracture, puisque vous l'avez dit, la majorité des fractures surviennent avec une ostéopénie densitométrique. Est-ce qu'il y a d'autres examens qui vous paraissent à ce stade prometteurs pour les prochaines années, pour améliorer la pertinence du calcul de risque ? Disons que ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir vraiment un outil performant pour avoir la qualité osseuse. Donc, il y a ce logiciel TBS qui a été développé, qui permet d'avoir, qui a une certaine corrélation avec des paramètres de qualité osseuse, mais que c'est pareil, on ne va pas l'utiliser. On l'utilise sur quoi? Sur des radios, sur des... Alors en fait, c'est au cours de la densitométrie osseuse. Hein, ça peut se faire automatiquement grâce à un petit logiciel et c'est sur les vertèbres. En fait, ça a l'avantage d'exclure de cette mesure l'arthrose, mais c'est encore un logiciel qui est un petit peu imparfait et on espère qu'un jour on aura quelque chose de plus performant. Ce qui est vraiment performant, c'est le microscanner, mais ce n'est pas disponible en pratique clinique courante. Bernard, à Lille, sur cet aspect? Alors, l'autre élément également, j'en ai dit quelques mots, hein, c'est la possibilité, mais avec un remboursement à la clé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais la possibilité existe d'effectuer une espèce de radio en même temps que la densitométrie osseuse au niveau de la colonne vertébrale pour dépister des fractures de vertèbres qui seraient passées inaperçues. Le VFA, c'est ça? Oui, VFA. Et ça, c'est un élément important parce qu'on sait que la majorité en fait, des fractures de vertèbres, sans différence notable entre l'homme et la femme, ne sont pas toujours symptomatiques ou elles ne sont pas suffisamment symptomatiques pour justifier au moment où elles surviennent des examens. Or, lorsqu'on a fait une fracture de vertèbre, on est très à risque d'en faire une deuxième, puis si on en a fait deux, une troisième, etc. etc. Après, c'est sûr que les outils dont on dispose sont imparfaits, mais on dispose quand même d'un certain nombre d'outils qui permettent, tant chez l'homme que chez la femme, de prédire le risque fracturaire. Et le plus gros problème, il a été souligné par Véronique, c'est quand même le déficit de prise en charge, qui est vrai chez la femme et qui est encore plus vrai pour différentes raisons chez l'homme. Et l'élément peut-être encore plus inquiétant, c'est que ce déficit de prise en charge s'aggrave au fil du temps, et ce, depuis maintenant environ une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a vu un enthousiasme pour ces examens et la prise en charge de cette maladie initialement, et maintenant vous avez l'impression que les gens sont un peu, les médecins comme les malades se sont un peu écartés de cette préoccupation. Oui, alors vraisemblablement par crainte des événements indésirables des traitements, en sachant que c'est largement excessif, hein, puisque notamment pour les bisphosphonates qui sont les plus prescrits, le rapport bénéfice-risque est favorable, et que la problématique ou la complication, et à juste titre qui fait peur, qui est l'osténécrose de la mâchoire, est quand même une complication qui est tout à fait exceptionnelle, sans différence d'ailleurs entre l'homme et la femme, avec une fréquence qui est de l'ordre de 1 cas sur 10 000, ce qui n'est pas zéro, mais ce qui est quand même proche de zéro, et donc un rapport bénéfice-risque lorsque les traitements sont prescrits à bon escient. Et c'est ce qui est indiqué dans les recommandations, c'est-à-dire on ne traite que les hommes à haut risque de fracture, qui est largement favorable à la mise en œuvre d'un tel traitement. Non, mais ce que je veux dire, le message, c'est que si déjà tous les hommes fracturés bénéficiaient d'un traitement, c'est une révolution. Voilà. C'est une révolution, bon, toutes les femmes aussi, mais là on parle de l'homme, c'est une révolution. Donc c'est vrai qu'on parle des outils, il faut toujours s'améliorer, mais si déjà tous ces patients qu'on voit aux urgences avec la fracture du col
pouvez bénéficier d'une prise en charge adaptée, c'est une révolution. Hein. Alors justement, ça fait des années que ça dure pour les femmes. L'articulation entre les urgences ou la chirurgie orthopédique et la rhumato ou l'endocrino ne se fait pas toujours. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été menées ou des recommandations qui pourraient améliorer cet état de fait ? Alors, il y a le développement des filières fractures hein, et bon, l'IOF, l'International Osteoporosis Foundation, a lancé un grand, vaste programme qui s'appelle Capture the Fracture auquel le griot, bien sûr, participe activement. Alors, c'est vrai que les filières fractures permettent d'avoir, il y a différents modèles hein, de filières fractures qui permettent justement d'avoir, de prendre en charge ces patients. C'est encore insuffisamment développé. Et un des gros problèmes, c'est les moyens attribués pour pouvoir faire fonctionner ces filières. Et alors, dans le meilleur des cas, vous êtes prévenu, le malade est encore aux urgences ou encore hospitalisé en orthopédie. À partir de quand est-ce qu'on peut traiter ce type de malade ? Est-ce qu'on peut les traiter très vite, avant qu'ils sortent de l'hôpital, ou est-ce qu'il faut attendre ? Normalement, enfin, je pense que la polémique, elle est née d'une étude avec l'acide zoédronique, hein, qui est un bisphosphonate, qui a démontré que si on traite trop tôt, c'est-à-dire dans un délai de moins de 2 semaines par apparition de la fracture, on n'a pas la pleine efficacité. Mais en fait, de toute façon, pour bénéficier d'un traitement, bon, il y a quand même un bilan à effectuer. Il faut certainement que les gens, bien évidemment, soient convaincus. Donc, de toute façon, je pense que ce n'est pas le moment, lorsqu'ils sont hospitalisés, c'est le moment de les sensibiliser, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas forcément le moment d'emblée initier un traitement anti-ostéoporose. C'est pas comme pour la vaccination, il ne faut pas profiter du fait qu'ils soient là. Non. En revanche, hein, comme ceci a été dit, hein, c'est le concept de filière fracture. Hein, il faut bien évidemment profiter de cette opportunité pour les évaluer, mais c'est quand même une logistique qui est quand même relativement lourde, qui est assez chronophage. Donc c'est une piste, mais il y a certainement une autre piste, hein, c'est de convaincre nos collègues médecins généralistes, puisque c'est clairement eux qui sont en première ligne, c'est vrai chez la femme, mais c'est tout aussi vrai chez l'homme, que ces fractures de fragilité nécessitent notamment la mise en œuvre, dans la majorité des cas, d'un traitement médicamenteux, avec d'autres mesures, bien évidemment. Hein. C'est une mesure parmi d'autres, mais c'est une mesure importante, puisque les traitements anti-ostéoporotiques sont tout aussi efficaces chez l'homme que chez la femme. Pour les fractures vertébrales, on a longtemps parlé de la vertébroplastie ou de la cimentoplastie. Est-ce qu'il y a un mot dans les recos ? Je crois que oui. Et c'est quoi le message ? Alors, il n'y a pas pareil de différence entre les hommes et la femme. C'est une technique intéressante qui ne doit pas être réalisée sur l'ensemble des fractures de vertèbres. Donc, il y a un certain nombre d'indications, à savoir certainement des hommes âgés ou très âgés qui ont beaucoup de comorbidités pour lesquels on sait que le risque de décès à court terme est extrêmement important. Donc là, je pense que le but, c'est de leur redonner une autonomie qu'ils ont perdue, et donc ça peut être une bonne indication. Très rapidement. Mais c'est des cas quand même très, très spécifiques et très ponctuels. Et puis, il y a également une deuxième indication, pour laquelle il faut être quand même assez parcimonieux, c'est la persistance d'une symptomatologie douloureuse algique, quelques semaines après la survenue de fracture de vertèbre, en s'assurant que la fracture de vertèbre, moyennant la réalisation d'une IRM, est toujours active. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre la population masculine et la population féminine. Donc ce qu'on cherche, c'est plutôt à consolider les gens et à les soulager, et on ne cherche pas forcément à redonner le volume qu'on a essayé. Non, parce que de toute façon, la technique qui permettrait de le faire, enfin il y en a deux, c'est-à-dire soit la kyphoplastie, soit le spine jack. De toute façon, en tout cas pour, par exemple, la kyphoplastie, on ne les redresse pas énormément. Hein. Donc le but, c'est plus d'avoir une action antalgique, de faire en sorte que la vertèbre ne continue pas à se tasser et de permettre une consolidation vertébrale qui n'a pas été acquise, notamment si on a affaire à une symptomatologie douloureuse que je qualifierais de subaiguë, c'est-à-dire quelques semaines après la survenue de la fracture de vertèbre. Donc on l'a vu, vous nous l'avez dit plusieurs fois, on traite d'autant plus, avec un score de densitométrie qui est d'autant moins abaissé que la fracture est d'autant plus sévère et que le tableau du malade est d'autant plus sévère. Donc c'est ces trois paramètres qui vont rentrer dans votre décision thérapeutique, à savoir la densitométrie, l'état général du patient et puis les facteurs de risque qu'il peut avoir. Oui, tout à fait. Hein. On va traiter sur une fracture sévère dès lors qu'il y a un T-score qui est inférieur à -1 et une fracture non sévère, un T-score inférieur à -2. L'état général du patient, oui, on le laisse se remettre, par exemple, quelques semaines d'une fracture du col du fémur et après, on le prend en charge. Et je pense que tous vont être traités, sauf si ce n'est pas une fracture par fragilité.
Et alors, si quelqu'un, on sait que c'est des traitements où entre guillemets, on consolide l'os plutôt qu'on ne le refait à neuf, je vais dire ça comme ça. Est-ce que le fait de voir un patient avec une densité qui est très basse, ça peut suffire à décider d'une indication thérapeutique avant que, entre guillemets, l'os soit complètement déshabité, qu'il n'y ait plus de contenu à l'intérieur, qu'il n'y ait plus de trame? Est-ce qu'il y a un score à partir duquel vous décidez de traiter les gens, même s'ils n'ont pas de fracture? Oui, c'est un T-score inférieur, en effet, à -3, sans différence entre l'homme et la femme de ce point de vue-là. Alors, en fait... Ça, l'objectif, c'est d'éviter la dégradation, la poursuite de la dégradation qui sera difficile à rattraper, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, après, pour bon nombre de traitements dont on dispose, certes, le mécanisme d'action par certains côtés est connu, mais on sait quand même que le gain densitométrique observé sous traitement n'est pas le seul facteur qui explique l'efficacité antifracturaire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément toujours raisonner, notamment chez ceux non fracturés, en se disant on va remonter la densité osseuse parce qu'on n'en aura pas toujours la capacité, mais ce qu'il faut, c'est prévenir la survenue d'une première fracture chez ceux non fracturés et d'une autre fracture chez ceux qui sont déjà fracturés. Alors après, il est clair qu'en prenant en considération l'importance de l'abaissement de la densité osseuse et les antécédents fracturaires, on peut être amené, chez ceux dont le risque fracturaire est très élevé, à proposer certains traitements plus que d'autres qui ont justement une plus grande capacité à augmenter la densité osseuse. Alors si on parle justement des traitements, tous les traitements qui sont utilisés chez la femme ne sont pas forcément admis ou remboursés chez l'homme? Oui, mais alors le traitement hormonal de la ménopause et le raloxifène, bien évidemment, non. Les biphosphonates sont remboursés chez l'homme comme chez la femme. Le tériparatide, dans les conditions donc, de fracture vertébrale, sont remboursés aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le dénosumab, en revanche, a une AMM chez l'homme européenne, mais n'est pas remboursé en France chez l'homme. D'accord. Et à partir de là, donc c'est des traitements que vous mettez en route en les surveillant au bout de combien de temps? Ça ne sert à rien de faire une densitométrie, j'imagine, tous les ans ou tous les 2 ans? Alors, tous les ans, certainement pas, mais c'est vrai que là, les choses maintenant sont assez claires, puisqu'on dispose de données, alors essentiellement féminines, mais on peut extrapoler à l'homme, qui montrent qu'avec globalement, si on prend l'ensemble des traitements anti-ostéoporotiques, on sait que les gains densitométriques sont quand même un élément susceptible d'expliquer l'efficacité antifracturaire. Donc, ce qui veut dire que pragmatiquement, et ceci vaut également à l'échelon individuel, il faut, et c'est assez logique, surveiller les malades. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on va débuter un traitement en fonction d'un certain nombre de paramètres, et notamment parce que sa densité osseuse est basse, et puis que finalement, on ne contrôlera jamais ce paramètre. Donc, à la faveur de 2 grosses méta-analyses qui ont été publiées il y a 2 ans et il y a 1 an, on a vraiment des preuves que c'est important de s'assurer que minimalement, et c'est le cas avec les bisphosphonate péros, il n'y a pas eu de perte osseuse sous traitement, voire même qu'on a observé des gains osseux, qu'on a plus tendance à observer, bien sûr, avec un agent anabolique osseux comme le tériparatide, et qu'on a également plus tendance à observer avec le Prolia, comparativement à un traitement par bisphosphonate, même si, comme l'a dit Véronique, malheureusement, le traitement n'est pas remboursé chez l'homme. On peut néanmoins être amené dans des conditions très précises, et certainement pas chez tous les hommes ostéoporotiques, à l'utiliser lorsque notamment la densité osseuse est très basse et qu'il y a une réponse insuffisante au bisphosphonate. Et en général, pour le timing, on le fait, si c'est un biphosphonate oral, au bout de 2-3 ans pour voir qu'il n'y a pas de perte, et à la fin de la séquence thérapeutique de 5 ans. Pour le tériparatide, à la fin du tériparatide avant de prendre relais. Et pour l'acide zolédronique, on le fait à la fin des 3 ans de traitement. Et si... donc, ces traitements, je ne vais pas y arriver, la densitométrie n'est pas utilisée pour réellement mesurer l'efficacité du traitement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas au bout de 2 ans une densito, vous vérifiez qu'il se passe quelque chose, et s'il ne se passe rien? Si globalement il y a une perte, ça peut arriver, ce n'est pas l'éventualité la plus fréquente, mais si réellement il y a une perte osseuse significative après 2 à 3 ans de traitement par bisphosphonate, la première étape c'est de demander si le traitement est pris, on n'a pas fait des surprises. La deuxième étape c'est de demander s'il est pris dans des conditions correcte compte tenu de la faible absorption intestinale des bisphosphonates, et on a parfois des surprises. Mais si on est convaincu que le traitement est pris dans des conditions satisfaisantes, et de ce point de vue-là, on peut s'aider d'une mesure du taux de CTX pour s'assurer que le taux est bas et que donc le traitement a un impact osseux, si tel est le cas, on peut être amené, à partir de 2 à 3 ans, de changer de stratégie thérapeutique.
j'ai parlé du Prolia qui théoriquement n'est pas remboursé, mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée que de le donner dans ces circonstances-là. Ça ne va pas concerner tous les hommes ostéoporotiques, loin s'en faut. Alors par ailleurs, donc vous avez modifié les apports alimentaires vitamino-calciques. Est-ce que, par exemple, chez quelqu'un qui a une testostéronémie basse, vous pouvez être amené à prescrire chez un homme jeune, par exemple, de la testostérone, ou est-ce que la testostérone est associée à un traitement biphosphonate ? Alors, l'hypogonadisme va entraîner une diminution de la masse osseuse. Hein. Alors, la prescription de testostérone, doit être faite par les endocrinos, qui vont le gérer, mais ce n'est pas une indication osseuse. Si on donne de la testostérone, il y aura un bénéfice osseux, mais ce n'est pas le traitement. Voilà, si par exemple, on ne va pas donner de la testostérone à un patient qui n'a pas d'hypogonadisme pour traiter son ostéoporose. Il va y avoir une supplémentation en testostérone, souvent donnée par quand même les spécialistes, pour traiter la cause secondaire de l'ostéoporose, et ça peut être associé à un biphosphonate si c'est une forme sévère. Voilà. Donc. Et d'autre part, une des causes les plus fréquentes, ça a été dit tout à l'heure, d'hypogonadisme, c'est iatrogène et volontaire, un traitement par agoniste du GnRH chez les hommes qui ont un cancer de prostate. Donc là, par définition, le but, c'est de faire en sorte que leur testostérone soit réduite, entre guillemets, à néant. Donc là, il faudra leur donner un traitement par bisphosphonate, en fonction de critères, hein, pas chez tout le monde, si la densité osseuse est basse notamment. De la même façon qu'on donne ce type de traitement en cas de traitement anti-estrogène chez la femme, pareil. Tout à fait. C'est les mêmes principes. Et donc là, de ce point de vue, il y a eu des recommandations avec un groupe de travail comprenant des cancérologues, des radiothérapeutes, des rhumatologues, des gynécologues, des sénologues, etc., qui ont été publiées sous l'égide notamment de Françoise Debiais, à la fois dans le domaine des agonistes du GnRH et à la fois dans le domaine des anti-aromatases au cours du cancer du sein. Et donc, à ce stade où vous avez une palette de traitements qui sont efficaces, mais qui quand même restent limitées par rapport à la femme, c'est quoi les perspectives d'avenir à court et moyen terme? C'est un élargissement des indications sur les molécules qui ne l'ont pas encore? C'est d'autres molécules qui arrivent? Alors, il y a une molécule qui va arriver qui ne va pas concerner l'homme, hein, soyons clairs, hein, ça concernera uniquement la femme, qui a obtenu non seulement une AMM européenne qui s'appelle le romosozumab, alors qui est une molécule qui apparaît très intéressante de par son mécanisme d'action, hein, c'est un anticorps monoclonal anti-sclérostine, donc c'est un agent anabolique osseux, mais dont le mécanisme d'action est différent par rapport au tériparatide, et qui agit à la fois sur la formation osseuse en la stimulant, mais également en inhibant la résorption osseuse, et c'est le traitement qui permet les gains osseux les plus conséquents. 1 an de traitement, c'est 13% de gain de densité minérale osseuse et une efficacité antifracturaire très conséquente, y compris par rapport à une molécule de référence qui a fait la preuve de son intérêt, qui est l'alendronate. Donc, le traitement a été pris en considération par la commission de transparence, et donc il y a actuellement des négociations donc, au niveau du CEPS, et on espère qu'on pourra prescrire ce traitement dans le courant, voire même au début de l'année prochaine. Mais encore une fois, ça va concerner la femme ayant une ostéoporose très sévère et pas la femme la plus âgée, compte tenu du fait qu'il y a une augmentation des accidents cardiovasculaires avec ce traitement. Et donc la HAS, dans sa sagesse, a souhaité limiter la prescription aux femmes les moins âgées, partant du principe que l'âge est aussi un facteur de risque important sur un plan de la morbidité cardiovasculaire. Donc c'est un mécanisme différent. Antisclérostine, ça veut dire que par rapport aux antiranques ou aux biphosphonates, c'est plutôt un ostéoformateur ou un découpleur? Oui, c'est un ostéoformateur puissant avec aussi une petite diminution de la résorption osseuse, mais c'est surtout un ostéoformateur extrêmement puissant, hein, probablement le facteur de régulation de la formation osseuse actuellement connu, en tout cas le plus important. Et est-ce que ça refabrique des travées? Parce que c'est la grande question. Les fameuses travées osseuses qui sont l'architecture interne. Oui, on a des données, en effet, histomorphométriques, comme on en avait également avec le tériparatide. Et donc c'est une durée de prescription qui est limitée, je crois. 1 an. 1 an, et après un relais avec d'autres... Un relais avec, un bisphosphonate, mais on dispose également de données extrêmement intéressantes qui montrent que le relais par du Prolia, le denosumab, donc pourrait être tout à fait intéressant, en sachant qu'en France, le denosumab est un traitement chez la femme uniquement de 2e intention, mais pour autant, ça serait une stratégie certainement payante, romosozumab puis denosumab. Et donc cette molécule arrive chez la femme. Est-ce qu'il y a des études qui seront réalisées chez l'homme ou...
Alors, il y a des études qui ont été effectuées chez l'homme, mais il n'y a pas eu d'AMM qui a été accordé dans la population masculine. Alors, une dernière question, peut-être si on se place sur le long terme. Donc, vous avez dit que la séquence thérapeutique, elle est limitée dans le temps pour éviter d'autres complications. Donc, c'est, on va dire, 3 à 5 ans. Est-ce que, dans le long terme, il faut continuer à surveiller ces malades et éventuellement les retraiter? Et dans quelles circonstances? Je vais laisser Véronique répondre, mais en fait, une des raisons pour lesquelles c'est limité dans le temps, ce n'est pas tellement la crainte des événements indésirables, même si la durée du traitement est un facteur de risque de sténécrose de la mâchoire, certainement pas le facteur de risque principal. Il y a souvent d'ailleurs une confusion par rapport à ces problématiques entre les bisphosphonates au cours de la pathologie maligne et au cours de l'ostéoporose. Mais c'est compte tenu de la pharmacologie singulière des bisphosphonates qui s'incorpore dans la matrice osseuse, qui fait qu'il n'est pas forcément utile de traiter tout le monde pendant 10 ans. Pour le reste, je laisse Véronique répondre. Oui, bon, les règles d'hygiène de vie, calcium, vitamine D, c'est toute la vie. Ça, non, mais il faut être clair avec eux. On réévalue, et c'est vrai que les biphosphonates ont cet avantage, quand même, qui peut être des fois un inconvénient, mais là, c'est un avantage, avoir une rémanence variable selon les molécules. C'est beaucoup plus important avec l'acide zolédronique qu'avec la landronate ou le risédronate, mais quand même, ça va baisser au bout d'un moment. Et donc, quand on arrête le traitement, on redonne un rendez-vous, on prévient le patient, il faut qu'il soit prévenu. Et je pense que ce qui est très important dans la prise en charge de l'ostéoporose, c'est que dès le départ, être clair sur la séquence thérapeutique. Bon, il va avoir un premier traitement, mettons n'importe quoi, je dis, du tériparatide, et après, pour consolider l'acquis, un inhibiteur de la résorption osseuse, et après, on refait le point. Quand on refait ce point au bout de 3 à 5 ans, la décision, elle n'est pas univoque. Des fois, on arrête parce qu'il n'y a pas eu de fracture, parce que la densité osseuse n'a pas baissé ou a même augmenté, parce qu'il n'y a pas de nouveaux facteurs de risque. Mais il y a des fois, on continue, parce qu'il y a un avantage à continuer. Et donc, il faut vraiment être très clair dès le début avec le patient. Et quand on arrête, on lui dit on arrête, mais ça va s'estomper l'effet. Donc, je vous redonne rendez-vous, parce qu'on vous réévaluera et on refera une densitométrie osseuse dans 2 ans. Voilà. Bien, c'est très clair. Oui. Juste un petit mot, une petite correction par rapport au romosozumab. J'ai peut-être dit moins de 70 ans, c'est moins de 75 ans. Voilà. Moins de 75. Et c'est un traitement qui sera réservé aux rhumatologues et aux gériatres. Alors, on arrive au terme de cette émission passionnante. En général, la tradition, c'est de vous demander une conclusion ou un take-home message. On commence avec vous, Véronique Breuil. Oui, eh bien, moi, mon message, ça serait n'oubliez pas les hommes. Ils sont les grands oubliés de la prise en charge de l'ostéoporose. Ils ont augmenté en espérance de vie et donc ce qu'on veut tous, c'est vivre en bonne santé. Donc pensez à traiter tous les hommes qui ont de l'ostéoporose. Et même s'ils vous disent « Mais docteur, je suis tombée de ma hauteur, mais c'était très violent », vous faites la densitométrie osseuse et vous les prenez en charge et je pense que ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Bernard, sur ces recommandations? Alors, je rejoins bien évidemment sur ce qu'a dit Véronique. Les hommes ne doivent pas être oubliés et un des rationnels, on a un petit peu dit quelques mots tout à l'heure, c'est que ces fractures dites sévères sont à l'origine d'une mortalité plus conséquente. Donc, vraiment, notamment pour ces fractures sévères, c'est-à-dire bassin, vertèbres, hanches et épaules, pensez à les prendre en charge et avec, outre une prescription non médicamenteuse, la mise en œuvre de traitements médicamenteux efficaces et globalement bien tolérés. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous avez été, je pense, très clairs. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Et pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site de fréquencemédicale.com et sur la chaîne YouTube du même nom. Et pour cette émission, sur le site du Griot. Vous retrouverez Jean-François Lemoine la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous.